Le 5 octobre 2022, l'Académie royale des sciences de Suède a décerné le prix Nobel de chimie à Carl Barry Sharpless et Morten Mendal pour leur développement de la chimie clique, ainsi que Caroline Bertozzi pour avoir appliqué la chimie clique à la biologie à travers les réactions bioorthogonales. Les réactions de chimie clique ont aujourd'hui une grande importance en chimie et constituent un domaine de recherche émergent. Donc dans cette vidéo, nous allons expliquer brièvement en quoi consiste la chimie clique ainsi que les différentes applications possibles en chimie, en biologie ainsi qu'en thérapie. La synthèse de molécules est maintenant un domaine assez bien connu. Un chimiste expérimenté dans le domaine pourra synthétiser presque toutes les molécules dans la théorie, mais dans la pratique c'est en fait beaucoup plus complexe puisque la synthèse de molécules comporte souvent beaucoup d'étapes et chaque étape doit être contrôlée et optimisée. Donc c'est très coûteux et ça demande beaucoup de travail. Carl Barry Sharpless a essayé de voir le problème sous un autre angle. Au lieu d'essayer d'imiter les voies de biosynthèse et les biomolécules qui sont souvent très complexes, il propose des réactions idéales composées de liaisons hétéroatomiques qui se veulent plus simples et plus rapides, et aussi avec un meilleur rendement. C'est en 2001 qu'il présente ce concept avec son équipe sous le nom de chimie clique. Donc une réaction de chimie clique, qu'est-ce que c'est ? C'est des réactions qui ont plusieurs critères. Déjà, elles doivent être applicables et adaptables à de nombreux domaines. Elles doivent être rapides et simples. Donc simple, c'est-à-dire que les conditions doivent être faciles à mettre en œuvre. Les solvants doivent être non toxiques, voire ne pas avoir de solvant, et idéalement être dans un solvant aqueux. Et les sous-produits doivent être peu nombreux, et s'il y en a, ils doivent être non toxiques et facilement éliminables. Aussi, idéalement, les produits obtenus doivent être stables en conditions physiologiques. Donc c'est un critère qui sera important après pour l'application en biologie, comme on le verra plus tard. Et pour avoir un bon rendement pour ces réactions, il faut que la réaction soit non réversible et régiosélective. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment parler de chimie clique sans parler de la réaction QAC, qui est emblématique et est presque devenue synonyme de chimie clique. C'est une réaction qui se base sur une réaction déjà connue auparavant, qui était la cyclisation de Huisgen. Donc c'est une cycloaddition 1,3 dipolaire entre un azoture et un alcyne terminal pour donner 2,1,2,3 triazole. Donc c'est une réaction qui marche très bien, mais qui a quelques désavantages. Déjà, elle est très lente, donc elle doit être obligatoirement catalysée par un chauffage à reflux. Elle se fait exclusivement dans les solvants organiques et elle est non régiosélective. C'est pourquoi Morten Mendal propose de catalyser cette réaction avec du cuivre 1. Donc il présente cette réaction et il obtient un rendement de 80 à 95%, donc un bon rendement. Indépendamment et en parallèle, Dr Sharpless utilise également du cuivre 1 pour catalyser cette réaction, mais lui il introduit pas directement le cuivre 1 mais plutôt du cuivre 2 et un agent réducteur. Donc c'est les deux premières réactions qui vont optimiser la cyclisation de Huisgen et qui vont l'accélérer de près d'1 million de fois. Donc ces deux réactions présentent un bon rendement, elles sont efficaces, sélectives, simples et rapides. C'est donc la naissance de la chimie clique. Caroline Bertozzi travaille depuis la fin des années 90 à la synthèse de molécules chimiques pour marquer des biomolécules comme des glycanes à la surface des cellules. Avec l'apparition de la chimie clique, elle s'intéresse notamment à ce domaine et c'est en 2004 qu'elle va finalement publier la réaction bioorthogonale de chimie clique la plus connue, donc la SPAC, qui part donc de la réaction présentée précédemment, mais en utilisant un autre catalyseur que le cuivre qui est toxique pour les cellules. Elle va donc chercher une molécule qui va permettre de catalyser tout de même la réaction entre l'azodure et l'alcyne, et à la place d'un alcyne terminal, elle va utiliser un cyclooctine qui, de par sa tension de cycle et une déformation d'angle de 163 degrés, est très énergétique et permet la réaction entre ces deux molécules sans le biais de cuivre. Des études plus poussées ont montré que cette molécule, donc le cyclooctine, ne présentait pas de toxicité pour les cellules et pouvait donc être utilisée directement en milieu cellulaire. La chimie bioorthogonale, c'est un ensemble de réactions chimiques qui va permettre d'introduire des fonctions chimiques et des réactions chimiques dans un milieu cellulaire sans engendrer de la toxicité ou sans poser problème pour la cellule et son environnement. Maintenant, on peut se demander quels sont les exemples de réactions de la chimie clique. Donc on peut citer la cycloaddition d'Huisgen, ce que vous avez pu voir précédemment. On peut parler aussi de la cycloaddition de Diels-Alder, dont le bilan s'affiche juste ici. On peut parler aussi de l'ouverture d'ion ponté par SN2.
ou encore de la chimie des carbonyles avec la formation par exemple d'amide. Donc on peut se demander quelles sont les applications de la chimie clique. Donc elles sont nombreuses et dans tous les domaines de la chimie et aux interfaces. Car en fait ça va permettre de fonctionnaliser de nombreuses surfaces, que ce soit des protéines, des polymères ou encore des nanoparticules. Pour un exemple un peu plus concret, on peut parler des complexes de platine anticancéreux modifiés grâce à la chimie clique. Donc, comme vous pouvez le voir sur le schéma qui s'affiche, on peut prendre donc un complexe de platine, lui substituer un ligand avec un groupement N3 et par exemple mettre en contact avec une protéine qui est surexprimée dans un phénotype cancéreux avec un groupement alcyne, et ça va permettre par la chimie clique de former un complexe qui va cibler directement les cellules cancéreuses. Ou encore, par des approches plutôt bio-orthogonales, on peut faire un complexe platine avec un fluorophore. Donc ça va permettre de visualiser le mode d'action du candidat médicament et sa localisation subcellulaire. Je vais maintenant vous parler de chimie bio-orthogonale. Donc, hormis les réactions QAC et SPAC qu'on a déjà vues précédemment, il existe également d'autres réactions de ligation donc de biomolécules avec des sondes d'intérêt ou des molécules thérapeutiques par exemple. Parmi ces réactions, on a les ligations de tétrazine par exemple, qui sont des réactions avec une cinétique très rapide mais qui sont malheureusement peu stables dans l'eau et donc qui sont peu stables dans la cellule. On aura également les ligations d'oxyne, donc qui permettent de réagir avec un groupement cétone. Donc les groupements cétones qui sont relativement inertes dans la cellule. Et par contre, ces réactions auront une cinétique qui est beaucoup plus lente. Également, on a les ligations de tétrazole qui sont intéressantes parce qu'elles sont photoactivables donc par des UV. Malheureusement, on sait que les UV sont relativement mauvais pour la cellule et donc c'est autant un désavantage qu'un avantage. Lors des dernières décennies, la chimie bio-orthogonale a pu voir un intérêt croissant dans différents domaines de la science. Donc, par exemple dans l'imagerie, mais également dans la thérapeutique ou encore l'étiquetage de biomolécules. Donc, les molécules les plus visées par ces techniques sont principalement des protéines, mais il y a également d'autres molécules comme les acides nucléiques, les sucres ou encore les glucanes. Donc, pour ces dernières molécules, c'est très intéressant parce qu'il n'existe pas encore de technique pour viser ces molécules, contrairement aux protéines. Donc, comme exemple d'utilisation de chimie bio-orthogonale, on a par exemple l'équipe du docteur Tager et ses collaborateurs qui ont pu employer une méthode BON4, donc une méthode de chimie bio-orthogonale qui permet de fixer des étiquettes d'affinité à des protéines. Et donc dans ce cas-là, c'était pour des protéines dans des bactéries du microbiote intestinal et qui ont permis d'aider à établir l'écologie du microbiote intestinal chez l'homme. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo, en espérant vous en avoir appris plus sur ce prix Nobel. Les sources utilisées pour l'écriture de cette vidéo s'affichent actuellement à l'écran.